Pour répondre à la question de Valory, donc les aminoacides ARNT synthétase sont les enzymes qui permettent d'associer l'ARNT avec, l'acide aminé. D'accord? Donc l'ARNT seul n'a pas son acide aminé en 3' OH, mais grâce à l'aminoacide ARNT synthétase, eh bien, il se fixe à l'acide aminé qui lui correspond et qui correspond à son anticodon. Donc on a bien tous les acteurs, c'est-à-dire l'ARN messager, lu de 5' en 3', les ARN de transfert, associés à leurs, acides aminés et puis, le ribosome avec la petite sous-unité et la grande sous-unité, telle que vous l'avez, donc à l'écran. D'accord? Et donc, cet édifice supramoléculaire qui est le ribosome, il va avoir un rôle vraiment essentiel dans la traduction. Et il y a un ARN ribosomique qui est essentiel, c'est le 28S parce qu'il a une action catalytique, hein. C'est essentiellement lui, associé à des protéines, qui est responsable de la mise en place de la liaison peptidique. Voilà. Un petit mot juste de vocabulaire, hein, parce que j'ai vu que dans les vidéos, j'utilisais tantôt, ribosomique, tantôt ribosomial, tantôt ribosomal. Les 3 termes sont acceptés, j'ai regardé un petit peu sur les dictionnaires. En fait, ribosomal ou ribosomial, c'est plus anglo-saxon, ribosomique, c'est plus utilisé par les Français. Voilà. Finalement, utilisez plutôt ribosomique, hem, si vous préférez. Donc, j'en suis, au grand 1, petit 2. On a vu, les couplages énergétiques, on a vu ce que c'est qu'un ribosome et on va voir maintenant, eh bien, les grandes étapes de, la synthèse des protéines. Donc ça, c'était pour vous redonner, voilà, les 3 sous-unités. Alors, on a 3 grandes étapes, hein, qui sont l'initiation, l'élongation et la terminaison. Finalement, l'étape la plus complexe, je dirais que c'est l'initiation, d'accord? Les ribosomes, hein, ils sont en 2 sous-unités et ils ne vont s'associer ensemble, les 2 sous-unités, qu'en présence de l'ARN messager, d'accord? Et j'ajouterais que, par ailleurs, les 2 sous-unités, hein, elles, été assemblées dans le noyau et sont exportées dans le cytosol. Alors, comment se passe l'initiation? Eh bien, l'initiation, ça va être une association, dans un premier temps, entre la petite sous-unité du ribosome, qui est associée à un ARNT initiateur, donc c'est-à-dire un ARNT associé à la méthionine et puis, du GTP. D'accord? Donc cet ensemble va en fait interagir avec l'ARN messager au niveau de la coiffe, c'est-à-dire en 5'. À ce moment-là, on n'est pas encore en face du codon AUG. Donc là, ce qui fait reconnaître, hein, c'est vraiment la présence de la coiffe et la présence de facteurs d'initiation. D'accord? Ces facteurs d'initiation, ils vont en fait faire le lien entre le ribosome et la coiffe. À ce moment-là, heu, l'ARN, ribosomique, en tout cas la sous-unité associée à l'ARN de transfert, va se déplacer le long de l'ARN jusqu'à rechercher en fait le premier codon initiateur, c'est-à-dire l'AUG. D'accord? Donc ce déplacement-là, hein, il nécessite déjà de l'énergie et il est lié aussi à la présence de ces facteurs d'initiation. Donc ensuite, une fois que la sous-unité s'est associée à l'AUG, ça veut dire que vous avez votre ARNT ici, qui est dans le site P, d'accord? Qui va s'associer à l'AUG. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir l'arrivée de la grande sous-unité qui va se fixer sur la petite sous-unité. D'accord? Donc là, ça fait aussi intervenir des facteurs d'initiation, donc EIF2 et d'autres facteurs d'initiation, hem, qui vont sortir. D'accord? Donc on a enfin notre ribosome complet qui est associé ici à AUG. Et là, ça y est, le début de la traduction va pouvoir commencer. C'est-à-dire qu'on va avoir l'arrivée de l'aminoacyle
d'un autre aminoacide ARNT, d'accord? Qui va se fixer ici sur le codon suivant en reconnaissant, hein, le codon grâce à son anticodon. Et à ce moment-là, vous allez avoir ici la formation d'une première liaison peptidique. Et cette formation de liaison peptidique, on est déjà dans l'élongation. Donc l'initiation se termine ici, juste avant la formation d'une première liaison peptidique. Voilà. Le gros schéma bilan, oui, je le ferai peut-être, je pense que je le ferai sur feuille, si vous voulez. Alors, la deuxième étape, ça va être l'élongation. Donc tout ce schéma, hein, que je vous montre, vous l'avez, sur votre poly, hein. D'accord? Vous pouvez vraiment suivre sur votre poly, annoter votre poly. Donc au moment de l'élongation, on a bien mon site E ici de mon ribosome, mon site P, d'accord, ici, et mon site A. Je vois bien que sur mon site P, j'ai mon ARN de transfert avec ma chaîne polypeptidique qui est en croissance. Le troisième acide aminé ici, donc le dernier acide aminé, on est de N-terminal à C-terminal, en C-terminal, mon acide aminé est lié par une estérification entre la fonction acide de mon acide aminé et la fonction alcool de mon sucre en 3' de mon ARN. D'accord? Et donc, j'ai l'aminoacide ARNT qui entre ici. À ce moment-là, en fait, la liaison entre l'ARNT et donc entre l'ARNT et l'acide aminé 3 ici, va être cassée et permettre l'établissement de la liaison peptidique entre le carbone, enfin entre je dirais la zone acide de mon acide aminé et la fonction, donc la fonction acide de mon acide aminé 3 et la fonction amine de mon acide aminé suivant. D'accord? Et donc, j'ai ici une liaison peptidique qui s'est établie. En même temps que j'établis cette liaison peptidique, eh bien, j'ai la grande sous-unité de mon ribosome qui se déplace d'un cran. D'accord? Le L'ARNT ici, qui n'est plus du tout lié à des acides aminés, hein, se retrouve en position E, d'accord? Et quand la petite sous-unité va suivre la grande de cette manière, eh bien, mon aminoacide ici, enfin, pardon, mon ARNT ici, qui n'est plus relié à un acide aminé, va partir, d'accord? À ce moment-là, je me retrouve comme à la position précédente, simplement ma chaîne polypeptidique a un acide aminé de plus, l'acide aminé numéro 4. Et je recommence à chaque fois. Donc en fait, en boucle, je refais l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. D'accord? Et ça va se faire non-stop jusqu'à la terminaison. Donc on arrive maintenant à la terminaison. Ah, oui, je voulais juste, pour l'établissement de la liaison peptidique, rentrer un petit peu dans le détail de ce qui se passe. Donc ça, c'est également une figure que vous avez. Donc c'est une figure que vous avez à la page 3 de votre poly. D'accord? Donc c'est le document 7. Cette figure, elle est importante parce qu'elle explique un petit peu comment se met en place, cette liaison peptidique. Donc là, vous aviez le 3' OH, faites la liaison ester en fait entre mon carbone, l'oxygène de mon carbone 3' du ribose, d'accord? Et puis le groupement acide de mon acide aminé, d'accord? Donc cette liaison ester, en fait, grâce à l'ARN 28S qui est une enzyme, elle va être en fait cassée et l'énergie libérée va permettre d'établir ici une liaison peptidique. Ce qui fait que cette petite chaîne de polypeptides va en fait partir de mon ARN de transfert pour se retrouver associé à l'ARN de transfert suivant. Et j'ai ici un acide aminé de plus. Je ne vous le montrerai pas, mais il est ici, hein, un acide aminé de plus. Donc je fais bien, hop, et j'ai un acide aminé de plus.
mon ARNT qui était associé au départ seulement à un acide aminé se retrouve associé à tout un ensemble d'acides aminés. Je vous les avais remises en plus grande et voilà. Qu'est-ce qui se passe au moment de la terminaison? En fait, la terminaison, elle va être déclenchée par la simple rencontre entre mon ribosome et puis un codon stop. Donc là, c'est UAG, mon codon stop. Quand j'arrive sur un codon stop, quand mon ribosome va arriver sur un codon stop, il ne peut pas se lier à un nouveau aminoacide ARNT. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'aminoacides ARNT qui ont l'anticodon qui correspond au codon stop. Donc à ce moment-là, on va avoir non pas un facteur d'initiation, mais un facteur de libération ou de terminaison qui va se fixer sur le site A. D'accord? Il n'y a pas de liaison peptidique qui va se faire, mais le ribosome va migrer. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, cette liaison ester, elle va être cassée et on retrouve une terminaison COOH, d'accord? Et l'ARNT se retrouve en position E et va être petit à petit enlevé. En fait, j'ai tous mes acteurs qui qui se retrouvent dissociés à ce moment-là. Voilà. Donc c'est la fin de la traduction ici. Alors, si on reprend un petit peu tous les facteurs, vous n'avez pas à les connaître, d'accord? Ce sont les facteurs eucaryotes que vous avez ici. Vous avez aussi des facteurs prokaryotes, et je vais dire deux, trois mots sur les prokaryotes. Euh, pour les facteurs eucaryotes, vous voyez que vous avez des facteurs d'initiation qui permettent aux sous-unités ribosomales de s'associer, peuvent s'associer à l'ARN messager, etc., etc. D'accord? Vous avez des facteurs d'élongation et vous avez des facteurs de libération, de terminaison. D'accord? Donc il faut savoir qu'il existe des facteurs, mais vous n'avez pas à connaître précisément le rôle de chacun de ces facteurs. Alors, les différentes étapes, hein, je vous les ai détaillées par écrit, donc je vous laisserai vraiment relire le cours en détail et me poser les questions hein, si nécessaire. Je voudrais juste dire un petit mot chez les bactéries. Donc, chez les bactéries, on va avoir un mécanisme quasi similaire. D'accord? Le ribosome est juste un petit peu différent, c'est-à-dire que la taille des ARN est un petit peu différente. Donc, ce n'est pas les mêmes noms. D'accord? Ce n'est pas un ribosome 80S, mais un ribosome 70S. Les sous-unités, ce n'est pas 60S, 40S, hein, etc., etc. Ça, vous n'aurez pas à connaître le détail du ribosome bactérien. Par contre, vous devez connaître hein, la taille des ARN ribosomiques et du ribosome eucaryote. Donc le nombre de S, hein, Siemens, qui correspond à la vitesse de sédimentation euh, de ces ribosomes par ultracentrifugation. Alors, je ne vais pas en venir là, je vais passer maintenant à la fidélité hein, de ce transfert d'informations. Donc, ce transfert d'informations, il est très fidèle. Il y a quand même des erreurs, hein, il y a toujours des petites erreurs, on est chez le vivant, mais c'est quand même très fidèle. Cette fidélité, donc on a peu d'erreurs, hein, une erreur sur 10 puissance 4 acides aminés, d'accord? Et il y a plusieurs mécanismes qui rendent ce processus fiable. Donc, au niveau des ARN messagers, on a des signaux qui délimitent les séquences codantes, donc les 3' UTR, hein, par exemple. Vous avez un code génétique qui est univoque. Vous avez les aminoacides ARNT synthétases qui sont très spécifiques. Et enfin, au niveau des ribosomes, le cadre de lecture se cale très 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 bien au moment de l'initiation. Donc il n'y a pas d'erreur de lecture, il n'y a pas d'erreur de cadrage dans le cadre de lecture, on en a très peu. S'il y avait une erreur de lecture avec un mauvais cadre de lecture, on imagine qu'on arriverait très vite à un codon stop, on aurait une protéine non fonctionnelle qui serait reconnue comme telle par la cellule et détruite. En bilan, je tiens à insister là sur le rôle essentiel des ARN. ARN messager, ARN de transfert, ARN ribosomique, avec un rôle enzymatique de l'ARN 28S.
Séquences UTR, c'est les séquences qui sont non codantes et qui sont de part et d'autre, en 3' et en 5', des ORF, qui vont avoir, en général des rôles, heu plus, informatifs, et cetera. Voilà, qui peuvent avoir un petit peu des rôles de stabilisation des ribosomes, et cetera. Voilà. Pour conclure sur, ce bilan, hem, donc on peut revenir également. L'ARN 28S, c'est un ARN ribosomique, oui, Axel, qui fait partie, de la grande sous-unité de l'ARN. Voilà. Donc, si on revient là-dessus, on peut revenir sur le contrôle, de la biosynthèse des protéines, sur le contrôle de l'expression des gènes. Parce que nous, on a vu un contrôle au niveau transcriptionnel, un contrôle au niveau post-transcriptionnel, mais on voit ici, hein, si on reprend le contrôle post-transcriptionnel, on avait dit que, par exemple, la longueur de la queue poly A, pouvait avoir un rôle sur la durée de vie des ARN messagers. On voit que cette queue poly A, en fait, elle est importante parce qu'elle, permet, la circularisation de l'ARN messager et donc elle va faciliter, l'initiation de la traduction, d'accord? On a aussi des portions non codantes, donc ça revient à la question de Juliette, hein, les UTR, qui peuvent, être associées à des protéines régulatrices ou inhibitrices et qui peuvent avoir des rôles. Ensuite, vous avez, un contrôle qualité au niveau de la protéine, c'est-à-dire que les protéines incorrectes vont être marquées et détruites par, un ensemble de protéines spécialisées là-dedans, qui sont présentes dans toutes les cellules, donc des protéines ubiquitaires qui constituent ce qu'on appelle le protéasome. Donc qui ont pour rôle de détruire des protéines mal formées, vieillissantes et cetera, donc de faire le ménage en quelque sorte. Voilà. Hem, sur ce, contrôle, c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire. Après, la dernière question, c'est que, ces protéines, donc elles sont traduites, par les ribosomes, mais elles peuvent être traduites en différents lieux de la cellule, c'est-à-dire sur, le réticulum endoplasmique granuleux ou au niveau, du cytosol et elles peuvent ensuite subir des maturations. D'accord? Et enfin, être adressé à différents compartiments. Et ça va être, donc, le grand 1 petit 3 qui est une partie très importante ici, du cours. Alors je ne vous ai pas mis, grand 1 petit 3, j'aurais dû vous mettre le titre. Donc on est sur la page 10 du cours, hein, grand 1 petit 3, la maturation et l'adressage des protéines de la chaîne polypeptidique à la protéine fonctionnelle. Et on va commencer par une expérience, de Bodel. Alors, de Blobel. Donc là, c'est un ensemble de documents que je vous ai mis dans le Drive, mais que je ne vous avais pas distribués. D'accord? Donc si vous avez pu les imprimer, tant mieux. Si vous n'avez pas pu les imprimer, normalement, ils sont tous sur mon diaporama, donc on peut les suivre au fur et à mesure du cours. Donc l'hypothèse, c'est que les protéines fabriquées au niveau du ribosome, d'accord, sont adressées, au réticulum endoplasmique granuleux par une séquence particulière. Donc ça, c'est son hypothèse de travail. Donc il va utiliser des systèmes de traduction acellulaire pour traduire un ARN messager qui code pour une chaîne légère de l'immunoglobuline, d'accord, les anticorps. Donc ça, on sait que ces anticorps, normalement, ce sont des molécules qui sont sécrétées et qui sont fabriquées au niveau du ribosome. Et ensuite, il va prendre un ARN messager de globine, qui est, elle, une protéine cytosolique. Pardon, les anticorps, ils sont donc fabriqués, au niveau du réticulum endoplasmique granuleux. D'accord? Ce sont des protéines sécrétées. La globine, elle, c'est une protéine cytosolique et sa traduction, normalement, a lieu au niveau du cytosol dans des polysomes libres. Donc, on prend des microsomes qui sont des petites vésicules issues de la fragmentation du réticulum et qui vont être ajoutées au système de traduction avant ou après la synthèse des protéines. Et donc ensuite, il fait un western blot pour détecter la protéine synthétisée à la fin de l'expérience. Voilà. Donc vous avez
En A et B, les expériences de traduction menées en ajoutant des microsomes après la synthèse des protéines. En C et D, des expériences qui sont de traduction qui sont menées en présence des microsomes. D'accord. Et plus et moins, c'est l'ajout d'une protéase dans le milieu après la synthèse ou avant la réalisation. Ajout d'une protéase après la synthèse et avant la réalisation du Western blot. D'accord. Donc, l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que si la protéine se retrouve dans les microsomes, qui sont les fragments de réticulum endoplasmique granuleux, c'est qu'elle a été, euh, traduite au niveau de ces microsomes, et ça veut dire qu'elle sera protégée des protéases. D'accord. Donc, si on a une protéine qui est protégée des protéases, ça signifie qu'elle est fabriquée au niveau des microsomes, c'est-à-dire que dans la cellule, elle serait fabriquée au niveau du réticulum. Alors, vous avez deux figures, d'accord? Et là, c'est pas marqué, mais ça doit être certainement noté sur votre poly. Donc ici, vous avez le travail qui a été fait pour l'immunoglobuline, d'accord? Et ça, c'est la même chose, mais ça a été fait cette fois-ci pour l'ARN de globine, d'accord? Donc j'aimerais bien que vous preniez une minute pour essayer de voir un petit peu ce que l'on peut déduire de ces résultats. Déjà, en comparant en absence de protéase A et C pour l'immunoglobuline, A et C pour la globine. Donc, je vous laisse réagir, soit par chat, soit vous pouvez prendre la parole également. Donc, Clémentine, vous avez analysé ce résultat. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans l'expérience, c'est le moment de poser vos questions. Personne ne réagit? Alors déjà, première observation, si je regarde la taille de ma protéine, la taille de mon immunoglobuline, alors, les titres en dessous sont identiques, mais ils ne devraient pas l'être. C'est-à-dire qu'il faudrait rajouter traduction pour la première, pour le premier, traduction de l'ARN messager d'une immunoglobuline G. Et pour le deuxième, traduction de l'ARN messager d'une globine. Alors, effectivement, l'immunoglobuline et la globine sont des protéines qui n'ont pas la même taille. D'accord? Donc ici, je vais vous le noter, hein, on est sur immunoglobulines. Normalement, c'est bon.
je devrais pouvoir l'agrandir. D'accord? Donc ici, premier tableau, on a l'immunoglobuline. Et ici, sur le deuxième tableau, on a la globine. Alors, Romane, voilà. Alors, il y a deux choses. Effectivement, quand on est en positif, hein, d'accord, donc en absence de microsome, de toute façon, les deux protéines vont être digérées, d'accord, par les protéases. En présence de microsome, l'immunoglobuline n'est pas digérée par les protéases, donc l'immunoglobuline est bien fabriquée dans le réticulum endoplasmique granuleux. Ok. Il y a un autre point important, c'est quand je regarde, je compare mon immunoglobuline en absence de microsome et mon immunoglobuline en présence de microsome. Elle est moins lourde, ça veut dire que ma chaîne polypeptidique est plus petite. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, dans le ribosome, pardon, dans le réticulum endoplasmique granuleux, j'ai modifié ma protéine, je l'ai rendue plus petite, donc je l'ai clivée, je l'ai coupée quelque part. D'accord? Et donc, on pourrait faire l'expérience avec n'importe quel ARN messager d'une protéine sécrétée. On trouverait toujours donc, que cette protéine est fabriquée au niveau du ribosome, en tout cas au niveau de microsome in vitro, donc certainement au niveau du ribosome in vivo, et que la protéine fabriquée au niveau du ribosome, donc en présence de microsome, est plus petite que la protéine fabriquée en absence de microsome. Et cette différence de taille, d'accord, est toujours la même. Donc ça veut dire qu'on a un petit peptide sur ma protéine qui est toujours le même et qui sera clivé qui est toujours de même taille en tout cas, et qui sera clivé pour les protéines sécrétées. Donc si on veut comprendre un petit peu ce qui se passe, au niveau des protéines qui sont fabriquées dans le réticulum endoplasmique granuleux, vous avez normalement la figure suivante. Donc, c'est une figure très importante que je vous ai mis dans votre poly, d'accord, qui correspond à la translocation co-traductionnelle d'une protéine dans le réticulum endoplasmique granuleux. Donc, ce sera pour vous le document 11. D'accord? La chaîne polypeptidique en cours de traduction présente en fait une séquence signal particulière. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc mon polypeptide, il a commencé à être fabriqué, on est ici en 5', on commence à fabriquer un polypeptide, d'accord? Et le début de mon polypeptide, c'est ce petit peptide appelé peptide signal, d'accord, qui est ici en rouge, figuré en rouge. Et ce peptide signal, en fait, il va me permettre d'indiquer à la cellule qu'il faut emmener l'ensemble vers le réticulum endoplasmique granuleux. En fait, ce peptide signal, il est reconnu par un complexe de protéines et d'ARN qu'on appelle le complexe SRP, d'accord, qui est en fait euh, signal peptide reconnaissance, alors c'est particules, donc particules de reconnaissance du signal peptidique, d'accord, du peptide signal en fait. Et donc cette protéine SRP, elle va permettre d'emmener le complexe, ici ribosomique, vers le réticulum endoplasmique granuleux. D'accord? Et donc, la fixation de SRP va commencer par bloquer la traduction et va permettre donc d'emmener l'ensemble
au niveau du réticulum endoplasmique granuleux. Et à ce moment-là, donc effectivement, il y a un récepteur ici de RCRP, d'accord? Et on va positionner le ribosome au niveau de ce qu'on va appeler ici un ensemble qui s'appelle un translocon, d'accord? Ou un complexe qui assure la translocation co-traductionnelle de la protéine du cytosol vers le réticulum endoplasmique granuleux. D'accord? Donc c'est une sorte de structure hein, ici qui va emmener la protéine à l'intérieur du réticulum endoplasmique granuleux. Ce qui fait que au fur et à mesure que la protéine ici va être synthétisée, d'accord? Le translocateur ou translocon est ouvert et on va avoir synthèse de ma protéine. Le peptide signal, qui est un peptide qui est commun à toutes les protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique granuleux, ne fait pas partie complètement de la protéine et il sera clivé assez tôt lors de la synthèse de la protéine. Et j'ai ma protéine qui va se retrouver à la fin de la traduction libérée dans la lumière du réticulum endoplasmique granuleux. D'accord? Donc en fait, toutes les protéines fabriquées au niveau du réticulum endoplasmique granuleux euh, sont fabriquées de cette façon-là. C'est-à-dire qu'elles commencent le premier en N terminal, vous avez un petit peptide signal qui va permettre la reconnaissance de SRP, la fixation de l'ensemble ribosome début protéine en cours de formation SRP à un récepteur et donc l'association au système de translocation. D'accord? Et donc la translocation de la protéine au fur et à mesure de sa synthèse. D'accord? Puis le clivage du peptide signal et la fin de la traduction. Ces protéines, une fois qu'elles sont synthétisées, elles vont subir un ensemble de maturation dans le réticulum et l'appareil de Golgi. D'accord? Donc là, la protéine, elle n'est pas finie. D'accord? Elle est en cours de formation. Alors, oui, un exemple de, de protéine qui est fabriquée et qui va être une protéine sécrétée, c'est l'insuline. Donc voici, si je prends l'ARN messager, d'accord, voilà le polypeptide que j'obtiens. Or, ce polypeptide, ce n'est pas du tout ma protéine terminée. Déjà, je vais commencer par enlever le peptide signal. Et je vais mettre en place les ponts disulfures. Donc les ponts disulfures, ils se mettent en place, mais leur mise en place est facilitée à l'intérieur du réticulum. Et à ce moment-là, je vais avoir un troisième pont disulfure ici, et je vais faire un clivage donc de la partie grise pour obtenir l'insuline. Et vous voyez que l'insuline est en fait constituée de deux petits polypeptides qui sont issus à la base d'un même grand polypeptide. Donc vous voyez un exemple ici de maturation où on voit bien que la protéine finale, d'accord, est assez différente de la protéine qui était codée par la chaîne euh, 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 de mon par l'ORF en fait de mon ARN messager. Diapositive suivante. Alors, donc les modifications dans le réticulum et dans le Golgi, elles sont donc de différents types. Ça peut être des clivages, comme on vient de le voir, mais ça peut également être des glycosylations ou des phosphorylations. Alors, les clivages, les ponts disulfures, c'est surtout dans le réticulum endoplasmique granuleux, d'accord, qu'elles vont se mettre en place. Glycosylation et phosphorylation, ça c'est à la fois dans le réticulum endoplasmique granuleux et dans l'appareil de Golgi. Donc les protéines hein, qui passent par cet ensemble, donc réticulum endoplasmique granuleux, appareil de Golgi, ce sont toutes les protéines membranaires, les protéines des vésicules de sécrétion et les protéines du lysosome. Alors, on va voir justement en exemple hein, la voie lysosomale. Donc, la voie lysosomale, c'est en fait la voie qui va permettre aux protéines qui sont
fabriqués dans le réticulum endoplasmique granuleux, d'être dirigés jusque vers le lysosome. Je vous rappelle que le rôle du lysosome, hein, c'est un rôle, d'hydrolyse, de destruction, de nettoyage, hein, des alors par exemple les protéines, qui sont trop âgées ou les protéines anormales et cetera, hem, elles seront, lysées au niveau du lysosome qui va permettre ensuite le recyclage des acides aminés. Donc ces protéines-là qui vont se retrouver dans le lysosome, en fait, elles vont être, d'une certaine manière marquées au cours de leur maturation. Donc dans le réticulum endoplasmique granuleux, d'accord, on a rajouté, du mannose. Donc c'est une glycosylation. Ce mannose ensuite, c'est glycosylation parce que glycolyse, c'est glycosylation, hein, Oliana. Donc par glycosylation, c'est bien ce qui est noté, je pense. Alors peut-être que dans le cours, j'ai fait une erreur, vous me le dites bien, je le modifierai. D'accord? Donc, on a une glycosylation, donc dans le réticulum endoplasmique granuleux, d'accord? Et ensuite, sur le, carbone 6 de mon mannose, je vais rajouter un phosphate. Ce qui fait que mes protéines ici, ces protéines-là, elles sont, marquées, elles par du mannose 6-phosphate. Et ce mannose 6-phosphate, en fait, dans l'appareil de Golgi, à la fin, hein, dans les réseaux transgolgiens, en fait, il va être reconnu par un récepteur du mannose 6-phosphate qui est associé à de la clatrine. Et ça va permettre de faire bourgeonner des vésicules, d'accord, qui contiennent des protéines associées au mannose 6-phosphate et associées aussi au récepteur du mannose 6-phosphate. Et ça va me permettre d'emmener ces vésicules avec le récepteur du mannose 6-phosphate directement dans le lysosome, d'accord? Et donc ensuite, la protéine se dissocie du récepteur du mannose 6-phosphate. Pourquoi? Parce que assez rapidement, le phosphate est éliminé, d'accord? Et les protéines agissent sans le phosphate et ça va permettre de recycler les récepteurs du mannose 6-phosphate qui vont revenir dans, l'appareil de Golgi. Voilà. Donc on a comme ça des systèmes de maturation des protéines qui vont non seulement les rendre fonctionnelles, mais également permettre leur adressage, soit à la membrane plasmique, quand c'est des protéines membranaires, soit, aux autres membranes cellulaires, soit, à l'extérieur quand il s'agit de protéines sécrétées, soit vers le lysosome. Voilà. Alors ça, c'est pour les protéines qui sont directement transloquées à l'intérieur, du système d'endomembrane et à l'intérieur des organites au cours de leur synthèse. D'accord? Mais vous avez des protéines qui, elles, sont fabriquées, dans le cytosol et qui seront adressées ensuite à différents organites. Donc on va voir l'adressage vers les protéines, donc l'adressage des protéines, pardon, vers le noyau. D'accord, et on verra également la translocation des protéines, vers les plastes et les mitochondries. D'accord? Ça, c'est pour les protéines codées par le génome nucléaire. Alors, on parle d'adressage dans le noyau parce que les protéines vont passer par les pores nucléaires qui sont quand même des pores d'assez grosse taille, d'accord? Donc à ce moment-là, le passage se fait assez facilement. On parle du coup simplement d'adressage. Donc pour le noyau, je ne sais pas si j'ai une figure. Alors oui, je vais reprendre avant de parler de l'adressage vers le noyau, je vais reprendre ici. Donc le document 13 en fait montre toutes les modalités de maturation des protéines. Donc on peut faire, de la glycosylation, d'accord? De la phosphorylation, de l'acétylation et cetera et en fait, on va obtenir des protéines fonctionnelles. Ce qui va se passer aussi dans la maturation des protéines, c'est leur repliement. C'est-à-dire que les protéines, quand elles sont repliées, qu'elles obtiennent leur, structure tridimensionnelle, d'accord? Ce sont des structures stables. Mais parfois pour un même polypeptide, vous pouvez avoir plusieurs structures de stabilité à peu près équivalentes possibles. Et donc, il y a
en quelque sorte une bonne structure et cette bonne structure, elle va être, en fait, facilitée, elle va être, enfin l'obtention de la bonne structure, le repliement correct de ma protéine va être facilité par des protéines qui sont appelées les protéines chaperones ou HSP pour Heat Shock Protein, parce qu'en fait, c'est aussi des protéines qui protègent des chocs thermiques ou qui permettent en fait, de retrouver la conformation normale après un choc thermique et ces protéines-là, d'accord, vont s'associer aux polypeptides en formation et faciliter, leur, structuration 3D, d'accord? Alors ces protéines chaperones, elles peuvent intervenir à la fois dans le cytosol et dans les systèmes, ribosomes Golgi. Voilà. Donc tout ça participe à la maturation des protéines et d'une certaine manière, vous avez associé à cette maturation en même temps ou après leur adressage dans les différents organites. Je pense qu'avec déjà tout ça, vous avez pas mal à faire, d'ici demain, d'accord? Donc comme, j'ai dit que je terminais à midi, je ne vais pas vous parler des adressages vers le noyau et vers les plastes et les mitochondries. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de vous proposer des sujets type sujet de colle et on verra un petit peu avec quelle modalité on va pouvoir les corriger. Ce que j'aimerais, c'est que des volontaires puissent, intervenir. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve demain. J'espère que vous serez tous là parce qu'aujourd'hui, c'était pas tout à fait le cas. Voilà. Au revoir.